du 16 février 2023 avec la désignation comme secrétaire d'Antion Billotte. Oui, s'il vous plaît, dans le public. Je vais faire lecture des pouvoirs. Donc, un pouvoir de Gauthier Naf pour Jean-Michel Dirassard, un pouvoir de Jean-Pierre Lehmann pour moi-même, un pouvoir de Panchi Contagno pour Florence Crépin, une procuration de Mouchko Arismendi pour Daniel François, une procuration de Marion Duprat pour Leila El Hassa parce qu'elle devra nous quitter à 19h30. Donc on passe au premier chapitre. Premier point, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2022. Y a-t-il des remarques ou des observations par rapport à ce procès-verbal? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Point 2, compte rendu de la délégation du conseil municipal au maire. Sur la base des délégations octroyées, j'ai signé la mise à disposition d'un local appartenant au syndicat de la basse vallée de Lundzin, qui servira entre autres pour les activités du comité de quartier. La mise à disposition d'une salle de l'école Marignella pour le Cibourg Rugby Club. L'engagement de 2 procédures de contentieux, des contrats d'abonnement pour des logiciels et pour une prestation d'assistance technique et de maintenance d'informatique, une subvention dans le cadre du PIG. Nous allons aborder donc voilà. Y a-t-il des observations ou des remarques? Oui, Monsieur Perry. Oui, Monsieur le maire, à propos du contentieux pour l'occupation du domaine public, étant posé que le domaine public est inviolable et qu'il faut réagir, je crois avoir identifié un permis de construire qui concerne ce bâtiment. Et dans le permis de construire, dans les travaux à réaliser, est mentionné la démolition de la dite occupation. Oui, mais le permis n'est pas accordé pour l'instant. C'est ça. Donc c'est l'urgence qui fait qu'on va au contentieux. Oui, voilà, c'est exact. Okay. On a essayé de trouver une solution pendant plusieurs mois, même année maintenant, pour trouver une solution à l'amiable. Bon, malheureusement, on n'a pas d'autre choix que d'aller en contentieux. Il y a un permis, comme vous dites, qui est en cours d'instruction. On verra s'il sera accordé ou pas, mais s'il n'est pas accordé, l'occupation continuera, donc il faut qu'on anticipe tout ça. C'est très clair, merci. Y a-t-il d'autres remarques, d'observations? Il n'y en a pas. Donc on passe au point 3. Plage de Sokoa, convention pour le remboursement des frais de la surveillance de la plage de Sokoa, le rapporteur, Monsieur Lecorf. Bonsoir. Les frais liés à la surveillance de la plage de Sokoa sont pris en charge par la commune de Cibourg. Cette convention permet d'en prévoir le remboursement total par le syndicat intercommunal de la basse vallée de Lundzin. Y a-t-il des remarques ou des observations? C'est une convention classique qu'on passe tous les ans. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 4, adhésion au service commun mutualisé de la communauté d'agglomération Pays Basque pour l'accompagnement à la mise à jour de l'adressage et signature de la convention. Par cette délibération, il s'agit d'adhérer au service commun proposé par l'agglomération pour le suivi de l'adressage. Nous avons l'habitude, pour les communes de l'ancienne agglomération Sud Pays Basque, des services communs, puisque Cibourg adhère à celui du SIG et à celui de l'instruction des autorisations d'urbanisme. Ces services fonctionnent très correctement. Pour l'adressage, il s'agira de bénéficier d'une aide méthodologique. Le coût est dérisoire de 225 €. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Il n'y en a pas. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 5, diagnostic sur le pastoralisme avenant aux conventions de partenariat et de groupement de commandes. Le rapporteur est M. Dirassard. Rachon Goussière. Cette délibération a pour objet d'autoriser Monsieur le maire à signer un avenant à la convention de partenariat et à la convention de groupement de commandes qui avait été approuvée par le conseil municipal du 8 septembre 2022. Ces 2 avenants permettent d'intégrer dans les conventions la deuxième phase du diagnostic pastoral qui consistera en une caractérisation fine de la végétation et des équipements pastoraux ainsi que la définition d'un programme d'action transfrontalier pour développer durablement et collectivement le
deuxième phase s'élève à 44 000 €, financé à 50% par l'agglomération Pays Basque, et le reste à charge sera réparti à part égale entre les 8 communes associées dans le projet. Avez-vous des questions? On passe au chapitre 2. Les affaires financières. Premier point, compte de gestion 2022 du budget principal de la commune de Cibourg. Le rapporteur, monsieur le... Le compte de gestion établi par le receveur du Trésor public recense l'ensemble des opérations relatives à l'exécution budgétaire 2022. Ce compte de gestion doit faire l'objet d'une présentation en conseil municipal. Il convient de souligner que ce compte de gestion est en tout point conforme au compte administratif. Pas de remarques, pas d'observation. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. On passe au chapitre 2. Le compte administratif 2022 du budget principal de la commune de Cibourg. Donc nous allons poursuivre avec le compte administratif 2022. Le compte administratif établi par la commune retrace l'ensemble des opérations relatives à l'exécution budgétaire 2022. Nous allons procéder à une présentation dans les grandes lignes du compte administratif. On va projeter un diaporama. Alors, le résultat de l'exécution budgétaire au 31/12/2022 s'élève à 1 422 722,56 €, compte tenu du résultat de la section de fonctionnement de 1 670 992,41 € et de la section d'investissement de 248 269,85 €. Corrigé des résultats de l'exercice N-1, le résultat est alors de 2 019 915,02 €. À cela, il convient d'ajouter les restes à réaliser de la section d'investissement qui s'élève à 853 267,17 €. Le résultat cumulé de l'exercice 2022 est donc excédentaire de 1 166 647,85 €. Ces résultats feront l'objet d'une reprise lors du budget primitif 2023. Sur la section de fonctionnement, le résultat d'exécution de l'année 2022 de la section de fonctionnement atteint 1 670 992,41 €. Il est déterminé par la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement de l'année, hors résultats reportés. Donc les recettes de fonctionnement de l'année s'élèvent à 9 55 147,25 € et se répartissent comme suit. Les recettes réelles de fonctionnement à 8 892 046,82 € et celles d'opération d'ordre à 163 100,43 € Les recettes réelles de fonctionnement ont été réalisées à 112,49%. Donc sur le chapitre 73, impôts et taxes, il représente 77,92% des recettes réelles de fonctionnement. Cette année encore, la commune a perçu des recettes supplémentaires en taxes additionnelles aux droits de mutation. Les 6 928 604,05 € de produits d'impôts et taxes se répartissent sur la taxe d'habitation, la majoration résidence secondaire, la taxe foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti, les rôles supplémentaires, l'attribution de compensation, la taxe sur l'électricité, les droits de place de voirie et la taxe additionnelle aux droits de mutation. En 2022, les taux d'imposition applicables étaient pour la taxe d'habitation de 11,33%, la taxe sur le foncier bâti de 25,47% et la taxe sur le foncier non bâti de 23,77%. La taxe d'habitation et la taxe sur le foncier bâti représentent près de 2/3 des recettes fiscales de la commune, 67,56%. La majoration pour les résidences secondaires, 9,8%. La part de la taxe additionnelle aux droits de mutation, quant à elle, représente 15,12% des recettes fiscales.
Pour le chapitre 74, dotation, subventions et participation, ce chapitre représente 13,35% des recettes réelles de fonctionnement. Les dotations de l'État en baisse sensible, moins 5,83% par rapport à 2019. Les prestations liées au contrat CAF représentent une recette globale en 2022 de 294 935 euros et 46 centimes. Donc le contrat de prestation de service ordinaire, 162 434 euros 90 centimes. Le contrat enfant jeunesse, 117 524 euros et 2 centimes. Et les divers aides, 14 386 euros et 54 centimes. La collectivité a également perçu une dotation de recensement de 14 739 euros. Sur le chapitre 70, produits de services, il représente 5,89% des recettes réelles de fonctionnement. Figurent dans ces chapitres les recettes liées au stationnement, à la crèche, à la location du train Kitiki, à la cantine scolaire, au centre de loisirs, les redevances des points de vente en saison estivale, la mise à disposition de personnel sur la ZAC de Lunsine, les concessions de cimetières et d'autres remboursements. Chapitre 75, autres produits et 013, atténuation de charges. Il s'agit principalement des loyers perçus et des remboursements des frais de personnel dans le cadre de contrats aidés ou le remboursement des indemnités journalières par la CPM ou de l'assurance du personnel. Ces recettes, avec les produits financiers exceptionnels et les reprises sur provisions semi-budgétaires, représentent 2,85% des recettes réelles de fonctionnement. Pour les dépenses de fonctionnement, en 2022, elles atteignent 6 932 628 euros et 36 centimes, avec un taux de réalisation de 97,85%. Les charges de personnel représentent la part la plus importante et quasiment incompressible des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Chapitre 011, charges à caractère général. Ce chapitre totalise 1 716 628 euros et 15 centimes, soit 24,65% des dépenses réelles de fonctionnement. Il s'agit des dépenses de fonctionnement courantes, le fluide, le téléphone, les fournitures diverses, le contrat de maintenance et d'entretien, les fournitures scolaires, mais également de prestations de services ou d'études. Le taux de réalisation par rapport à la prévision est de 98,26%. Chapitre 012, charges de personnel. Ces dépenses ont été contenues dans le cadre de la prévision budgétaire avec un taux de réalisation de 98,76%. Chapitre 65, autres charges de gestion courante. Ce poste représente un total de 672 925 euros et 65 centimes avec un taux de réalisation de 93,94% et se décompose pour les postes les plus importants sur les indemnités, les frais de mission et de formation des élus, les subventions de fonctionnement attribuées au CCAS, les subventions versées aux associations, les frais de scolarité des enfants inscrits dans les établissements privés de la commune. Autres dépenses de fonctionnement, les charges financières sont en hausse du fait des nouveaux prêts contractés cette année et de la remontée des index monétaires comme le Ribor. Et des provisions pour les créances en cours ont été constituées pour un montant de 14 287 euros. Sur la section d'investissement, donc un taux de réalisation de 73,04 euros et des dépenses et des dépenses d'investissement qui se ventilent de la manière suivante: l'aménagement des plages et du littoral, les espaces verts et le mobilier urbain, cimetières, l'aménagement de la mairie, équipements divers de services, l'extension des ateliers, les bâtiments scolaires, le regroupement des écoles, l'aménagement et l'équipement à la crèche, aménagement et équipement pour la voirie, la montagne de Cibourg, le réseau électrique, l'éclairage public et les télécoms, les autres bâtiments communaux, la plaine des sports, les vestiaires, le complexe polyvalent et le matériel pour le spectacle, le remboursement du capital de la dette, le remboursement du capital du portage foncier, la part de construction de logements sociaux, la création de la SPL et d'autres frais pour des études. Les principales recettes d'investissement sont le FCTVA, la taxe d'aménagement, les subventions et l'emprunt.
des questions, des observations sur cette présentation du CA 2022? Vous pouvez reprendre votre place. Des remarques, des observations? Madame Duverbier. Tout d'abord, permettez-moi, Monsieur le maire et chers collègues, de mettre l'accent sur l'importance de l'ordre du jour de ce Conseil, puisqu'il acte le compte administratif 2022. Une commission finance, le 9 février, l'a précédé, et quelle ne fut pas notre surprise, ou plutôt notre stupéfaction, de constater le peu d'intérêt qu'a suscité cette séance de travail. Or, les membres de l'opposition, seulement 2 membres de la majorité étaient présents. De plus, cette réunion, montre en main, a duré 15 minutes. Vous n'avez eu de cesse, Monsieur le maire, depuis votre élection, de nous parler de votre grand souhait d'une gestion volontariste et participative, mais déjà nous assistons à une défection inquiétante au débat de vos colistiers. J'espère, Monsieur le maire, que vous mettrez de l'ordre à l'avenir dans vos rangs afin que chacun honore un peu plus sérieusement le mandat qu'il a sollicité. Nous en venons au cœur du sujet et pour une meilleure compréhension de notre analyse, nous suivrons la présentation faite par votre adjoint aux finances. Pour ce qui est de la section fonctionnement, au poste 012, dépenses du personnel, sur la ligne intitulée Indemnité de préavis, 26 800 € inscrits en 2021, plus de 52 000 aujourd'hui. Quelle est la raison de cette explosion de dépenses? Tous les agents de la commune démissionnent-ils tous les uns après les autres? Au poste 65, formation des élus. Vous aviez inscrit 2 700 € au budget, 625 réalisés. Votre intérêt maintes fois mis en avant pour les formations de vos élus s'est-il déjà émoussé? Au poste 64 138, indemnité des agents non titulaires. Ce poste passe de 16 000 € en 2021 à presque 40 000 cette année. Votre souhait exprimé d'envoyer des agents en formation linguistique ne nous avait pas sur le fond paru inintéressant. Mais nous nous étions inquiétés sur le coût de leur remplacement sur le terrain. Nous craignons aujourd'hui d'en voir le résultat sur cette ligne budgétaire. Au poste 61, location mobilière, une inscription au budget de 27 000 € se finalise par une dépense de plus de 71 000 €. Vous nous avez donné l'explication et vous nous avez expliqué qu'il s'agissait de location pour le remplacement de matériel défaillant. Certes, nous le comprenons bien, vous n'êtes pas responsable de retard de livraison, mais il faudrait vraiment anticiper le problème car l'impact financier nous semble énorme. Au chapitre 62, fêtes et cérémonies, une inscription de 100 000 €. L'augmentation de cette dépense doit s'expliquer par la prise en charge par la mairie du feu d'artifice du 14 juillet. Car les cérémonies patriotiques ne brillent toujours pas dans notre commune par leur artifice. Enfin, et là est certainement notre plus forte désapprobation, le résultat du compte administratif fait apparaître un excédent de 1 166 647 €. De nouveau, un cri d'alerte de notre part que nous avons déjà formulé l'an passé. Les droits de mutation toujours très élevés et la taxation des résidences secondaires n'explique pas tout. L'excédent de 797 228 € entre le compte administratif 2020
et le compte administratif 2022, soit 18%, et le supplément d'impôt que vous avez prélevé auprès des Cibouriens. Monsieur le maire, en ces périodes où notre population est cruellement impactée par l'inflation, vous faites les poches de nos administrés. Solennellement ce soir, nous vous demandons de revoir cette politique expansionniste de l'impôt lors de l'élaboration de votre budget 2023. Sachant que l'État impose une augmentation de la valeur locative de 7%, nous serons très vigilants au taux communal que vous appliquerez, qui, en dehors de vous permettre de subventionner les dépenses nécessaires en investissement et en fonctionnement, ne doit pas mettre les Cibouriens en péril financier. Merci, monsieur le maire. Bon. Je vais essayer de répondre point par point, parce que je pense que vous avez dit méthodiquement, vous avez listé pas mal d'observations, mais je pense que vous êtes méthodiquement trompé sur la plupart des éléments. Pour commencer, pour ce qui est de la commission finances de la semaine dernière, il y avait 2 représentants de la majorité, l'adjoint aux finances et moi-même, les 2 à même pour animer cette commission. On vous l'a dit au moment de la commission qu'on était dans les vacances scolaires, que, étant donné que la plupart de nos élus sont actifs, et la plupart ont des enfants en bas âge, beaucoup étaient en congé aussi, donc les raisons de cette absence. Maintenant, nous faire le reproche que nos élus de la majorité ne participent pas aux commissions, je vais juste faire remarquer que je pense qu'en 2 ans, on a fait quasiment autant de commissions que vous lors du dernier mandat, qu'à chaque fois qu'on convoque ce conseil municipal, et ce conseil municipal, la plupart des élus y siègent. Moi, j'ai connu un conseil municipal où une majorité qui était à la dérive, qui ressemblait plus à un radeau de la Méduse qu'à vraiment un bateau qui avait un cap. Donc, sur ces remarques-là, je pense que vous tendez le bâton pour vous faire battre. Je remarquais que hier, il y avait une commission finance et vous n'y étiez pas. Je continue. Pour ce qui est des ruptures conventionnelles, des indemnités de préavis, oui, il y en a plus. Vous n'êtes pas, je pense que vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, mais les ruptures conventionnelles existent depuis peu dans les collectivités territoriales. À votre époque, je dirais, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est une possibilité qui est donnée aux collectivités territoriales. Donc, ces dernières années, on a fait quelques ruptures conventionnelles, donc des ruptures conventionnelles en accord entre l'employé et l'employeur. Donc, tout le monde ne démissionne pas, loin de là. Pour ce qui est de la formation, au lieu de vous arrêter sur la simple fiche récapitulative des dépenses, vous auriez dû aller dans le grand livre, et vous auriez vu que dans cette fiche, il y a une petite erreur d'imputation, et qu'il y a eu de la formation. J'ai connu aussi une majorité, entre 2014 et 2020, dont pas un seul membre de la majorité faisait de la formation. Je crois que j'étais avec Leïdé et Madame Duguay. On était, je pense, les seuls à faire de la formation. Quoi dire d'autre? Je reviens aussi sur le fait que la commission de la semaine dernière a pris seulement 15 minutes. Malheureusement, tous les points que vous venez d'énoncer là, vous les avez gardés pour la séance du conseil. Vous auriez pu très bien nous les rapporter lors de la commission, parce que les commissions sont faites pour ça. Mais non, vous avez préféré les garder pour essayer de nous piéger. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Pour ce qui est des véhicules, bien sûr, malheureusement, on doit souvent louer des véhicules pour le temps de recevoir de nouveaux véhicules, surtout pour la problématique de livraison, pour des véhicules spécifiques, soit nacelle, des camions plateaux. Mais malheureusement, on nous a laissé un parc automobile assez vieillissant qui nous lâche tous les jours. Donc là, il y a 1 an et demi, c'était la nacelle, puis c'est le camion plateau. Bon, on est obligé d'investir, et depuis 2020, on investit de manière assez significative sur le parc de véhicules parce qu'on est en train de le moderniser. Et voilà. Et pour ce qui est de l'excédent, oui, ce budget est excédentaire, comme celui de l'année dernière. Mais je rappelle quand même qu'on a fait 6 400 000 d'investissements cette année, ce qui n'est pas rien, pardon. Oui, je pense qu'il vaut mieux avoir un
un budget excédentaire que déficitaire. Cet excédent, de toute façon, il sera réimputé pour le budget de l'année prochaine. Peut-être, il nous permettra peut-être de ne pas aller chercher de l'emprunt, je l'espère. Et quoi dire d'autre sur les impôts et taxes? Je rappelle que les dernières augmentations des taxes, des taux, ont été faites en 2017, à votre époque. Donc nous, depuis 2020, on n'a pas touché aux taux. Certes, les bases augmentent, mais je dirais aussi que les coûts aussi augmentent, parce qu'on est dans une période inflationnaire très importante, inédite. Et nous aussi, nos dépenses augmentent, donc cette base permet d'absorber en partie la hausse liée à l'inflation. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, Monsieur Perry. Oui, Monsieur le maire. Je vais rappeler une remarque que je vous ai faite l'année dernière, à laquelle vous venez de répondre par anticipation. Vous m'aviez répondu que c'était rassurant de faire de l'excédent. C'est pas inquiétant, on est d'accord là-dessus. Mais faire de l'excédent systématiquement, c'est pas forcément. Alors ça doit rassurer le citoyen, on est d'accord. Par contre, c'est pas forcément le signe d'une bonne gestion. Voilà, c'est tout. C'est pas une critique, mais il faut pas que ça devienne un objectif de faire de l'excédent. Voilà. J'ai vu que cette année, il y avait une capacité de 2 970 d'emprunt. Seule une partie a été saisie. L'année dernière, vous avez déjà dit ça, en vous disant que très probablement les taux d'intérêt augmenteraient. Malheureusement, j'ai eu raison. Et très probablement, ils continueront à augmenter. Donc voilà. Donc c'est bien qu'il y ait de l'excédent. Il ne faut pas que ça devienne un objectif de faire de l'excédent. C'est tout. Je dirais que l'objectif, c'est en aucun cas de faire de l'excédent, mais c'est de répondre aux besoins de notre commune, que ce soit en fonctionnement ou en investissement. Et l'objectif, c'est de répondre ensemble, et avec un budget qui soit à l'équilibre. Et comme je répète, il vaut mieux avoir de l'excédent que du déficit. Maintenant, cet excédent, il est répercuté au budget suivant. Faire de l'excédent quand on n'investit pas, je suis d'accord, c'est le signe d'une mauvaise gestion. Mais bon, quand on investit 6,4 millions en un an et qu'on a un excédent, on ne peut pas dire que cet excédent soit signe de mauvaise gestion. Je rappelle que si on prend depuis 2020 notre dépense en investissement, on investit beaucoup. Et on investit plus que les années précédentes. Donc, certes, on a de l'excédent, tant mieux, parce que ça permet d'aller chercher, d'investir encore plus les années futures, avec un budget qui est à l'équilibre et qui est bien tenu. Pour recaler mon propos, au risque de me répéter, j'ai bien noté que l'investissement a augmenté, et c'est très bien, mais en aucun cas j'ai dit que c'était mal de faire de l'excédent. J'ai dit que ça serait une mauvaise idée d'aller pour rassurer le citoyen, parce qu'on sait, vous et moi et nous tous ici, nous savons que ça rassure les citoyens de faire de l'excédent. Mais dans une gestion, par exemple dans une entreprise, c'est un mauvais signe. Hein, d'accord ? Voilà, donc c'est pas une critique, il ne faudrait pas en tout cas, que ça devienne un objectif systématique. Merci. Ça n'a jamais été un objectif. S'il n'y a pas d'autres remarques, d'observations, je vais laisser la parole à Madame Larassa. Bonsoir. Donc habituellement on vote le compte administratif par chapitre. Je vous propose de le voter dans sa globalité. Ça vous convient? Ouais. Du coup, qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté. Mieszker. Donc après l'adoption du compte administratif 2022, nous allons nous projeter sur l'année 2023 au travers du débat d'orientation budgétaire. Vous avez reçu avec la convocation le rapport sur les orientations budgétaires. Nous allons vous en faire une présentation en passant rapidement sur le contexte macroéconomique international et national et sur les dispositions de la loi de finances pour nous concentrer sur la situation de la commune de Cibourg. Alors, sur l'environnement macroéconomique, le contexte mondial, on a un
Tissement de la croissance sur fond d'une inflation record, une envolée des cours des matières premières. Au niveau européen, la zone euro est marquée par la crise énergétique. Et au niveau national, la plus faible poussée inflationniste de la zone euro, mais une inflation contenue par des mesures adoptées par le gouvernement. Le marché du travail sous tension avec des difficultés à recruter dans des secteurs clés, bâtiments, industrie, manufacturière et services. La crise énergétique qui ralentit le redressement des finances publiques. Sur la loi de finances 2023, deux mesures principales qui impactent notre commune. La création d'un fonds vert sur l'année 2023 pour accompagner les collectivités territoriales dans la transition écologique, abondée à 2 milliards d'euros. Une augmentation nominale de la DGF de 320 millions d'euros sur un total de 26,9 milliards. Alors, sur les orientations budgétaires pour l'année 2023, donc pour rappel, le budget devrait être voté en se conformant aux principes suivants. L'équilibre réel qui consiste en un équilibre comptable entre les dépenses et les recettes des deux sections, avec une possibilité d'emprunt pour couvrir uniquement les dépenses d'investissement. La sincérité budgétaire qui consiste à ne pas majorer une recette ou minimiser une dépense artificiellement pour équilibrer le budget. Le budget doit être voté par le conseil municipal avant le 15 avril. Il s'agit d'une date limite, au-delà de laquelle le préfet prendrait la main pour, sur proposition de la Chambre régionale des comptes, régler le budget et le rendre exécutoire. Un débat d'orientation budgétaire doit se tenir dans les 2 mois qui précèdent l'adoption du budget par l'Assemblée délibérante. Dans le temps qui sépare ce débat du vote du budget, élus et services affineront l'évaluation des actions qui permettront de s'inscrire dans les perspectives dessinées suite au présent débat. Sur la section de fonctionnement, les recettes. Le projet de budget 2023 prévoit une augmentation totale des recettes de fonctionnement par rapport au budget 2022, mais une diminution par rapport au compte administratif 2022, de moins 7,33%. Donc les produits de services du domaine et vente directe au chapitre 70, les recettes sont prévues à la baisse par rapport au réalisé de 2022, en raison d'une prévision raisonnable pour les recettes de stationnement après une très bonne année 2022. Une réflexion sera engagée sur l'évolution des tarifs pour les occupations du domaine public. Sur le chapitre 73, ce chapitre est prévu à la hausse par rapport au budget 2022, mais en diminution par rapport au réalisé 2022 en raison d'une prévision raisonnable sur les droits de mutation. La loi de finances pour 2023 prévoit une augmentation des bases de 7,10%, ce qui permet d'inscrire une recette liée à la perception des impôts directs locaux à hauteur de 5 698 585 €. L'attribution de compensation provisoire communiquée par la communauté d'agglomération est identique à celle perçue en 2022. La taxe additionnelle des droits de mutation, comme les années précédentes, est contenue de l'impossibilité de prévoir le montant perçu. Il sera prévu une recette d'un montant de 500 000 € au budget 2023. Chapitre 74, la prévision budgétaire sera à la baisse par rapport à celle de l'année dernière, mais aussi par rapport au réalisé pour les raisons suivantes. Une baisse de la DGF d'un montant de 25 000 € est envisagée, de même qu'une diminution d'environ 30 000 € sur les diverses prestations attendues de la CAF. L'absence de dotation de recensement inscrite au budget 2022 à hauteur de 29 500 €. Sur les autres charges de gestion courantes, les revenus des locations sont stables par rapport au réalisé 2022. Sur le compte 013 atténuation de charges, la prévision budgétaire est en forte diminution par rapport au budget et au réalisé 2022. Ce chapitre intègre notamment le remboursement de l'assurance statutaire d'une partie du salaire des agents en arrêt maladie. Or, la situation de certains agents précédemment concernés a évolué. Sur les dépenses de fonctionnement, le budget 2023 prévoit une hausse des dépenses de fonctionnement d'environ 7% par rapport au réalisé 2022. Sur le chapitre 011, le budget prévoit une augmentation d'environ 18% des dépenses de ce chapitre par rapport au réalisé 2022. L'essentiel de l'augmentation s'explique par une prévision budgétaire pour les dépenses d'électricité en hausse de 260 000 € par rapport au budget 2022 et de 280 000 € par rapport au réalisé.
Malgré les annonces relatives à la mise en place d'un filet de sécurité et malgré les efforts en termes de réduction de consommation, extinction de l'éclairage public, diminution de la température des bâtiments, ce poste de dépense devra connaître une augmentation substantielle en 2023. Il est à noter que l'indice des prix des dépenses communales hors frais financiers a connu une augmentation de 6,5% sur un an. Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation hors tabac a augmenté de 4,5% sur un an. Cette évolution impacte l'ensemble des dépenses communales, impact qui sera en partie absorbé par les efforts d'économie. Chapitre 012. Le budget 2023 prévoit une diminution des charges, de personnel de l'ordre de 140 000 euros, soit une baisse de 3,27% par rapport à la charge constatée en 2022. Cette baisse importante s'explique par la non-réalisation en 2023 de la dépense liée aux opérations de recensement, de 85 000 euros, des départs de plusieurs agents, certains étaient en arrêt maladie et leur remplacement était déjà assuré et d'autres n'ont pas été remplacés. Ces économies réalisées permettent d'absorber l'augmentation du point d'indice qui s'appliquera en année pleine en 2023, dont le coût est évalué à 170 000 euros. La durée effective du temps de travail pour 2023 sera de 1607 heures. Chapitre 65. Elles sont en augmentation d'environ 5,77% par rapport au réalisé 2022, mais similaire au budget primitif 2022. Il convient de noter l'augmentation de la participation au budget du CCAS qui s'élèvera à 350 000 euros afin de prendre en compte le renforcement des services proposés aux plus démunis et aux seniors et la mise en place, avec effet rétroactif au 1er avril 2022, de la prime Ségur. Les autres dépenses, chapitres 014 et 66. Cette année à nouveau, la commune ne sera pas soumise au prélèvement SRU. La hausse sur le chapitre 66 est estimée à 46 000 euros en raison de la prise en compte des frais financiers des emprunts souscrits en 2022 pour un montant de 2 millions d'euros. Sur la section d'investissement. Les principales recettes d'investissement prévues au budget sont les suivantes. Un virement prévisionnel de la section de fonctionnement d'un montant approchant les 1 980 000 euros, le FCTVA à hauteur de 200 000 euros, des subventions à hauteur de 165 000 euros et les amortissements d'un montant de 460 000 euros. Sur les dépenses d'investissement. Le budget 2023 prévoira des dépenses d'investissement pour un montant d'environ 4 500 000 euros. Dont 3 500 000 euros environ de dépenses d'équipement. Une ville durable. L'élaboration du budget 2023 est guidée par la volonté de s'inscrire dans une démarche de ville durable. C'est dans cet esprit que se poursuivront les études d'aménagement urbain du centre-ville et de circulation du stationnement pour un coût de 70 000 euros. Sobriété énergétique. L'accent sera mis sur la réalisation des travaux de rénovation énergétique destinés à réduire la consommation énergétique et donc l'impact carbone des bâtiments communaux. Une enveloppe d'environ 350 000 euros sera ainsi consacrée au remplacement des menuiseries et portes de différents bâtiments actuellement mal ou peu isolés. Une somme de 23 000 euros sera inscrite pour équiper le centre technique municipal de 2 éoliennes qui permettront la production d'électricité nécessaire à la recharge des véhicules électriques de la commune. Actuellement, les mâts d'éclairage public sont équipés à 20% de LED. Un plan pluriannuel de remplacement sera mis en place pour équiper progressivement la totalité des mâts de LED. En lien et place des têtes de sodium. Cette opération réduira la facture d'électricité et permettra un éclairage plus respectueux de l'environnement. Une somme de 60 000 euros sera inscrite au budget 2023 pour une première tranche de travaux. Enfin, la cour du centre technique municipal sera équipée d'une cuve de récupération des eaux pluviales qui serviront à l'arrosage des terrains, des massifs de la commune et à l'alimentation des sanitaires du CTM. L'opération représente un coût de 130 000 euros. Pour l'inclusion, afin de garantir l'accès du plus grand nombre à l'église, les travaux d'installation de la plateforme élévatrice permettant de rejoindre le parvis de l'église depuis la rue Pocalette sont inscrits au budget 2023 pour un montant de 107 000 euros. De même, afin de faciliter l'accès à la culture pour tous, des travaux de rénovation et de modernisation de la médiathèque seront réalisés, incluant un changement de la totalité du mobilier
et la mise en place d'équipements numériques pour un total de 65 000 €. Pour le cadre de vie, après la livraison et de l'extension des ateliers et l'installation des associations, des travaux d'aménagement de l'accès à la plaine de sport et des stationnements seront mis en œuvre. Par ailleurs, afin de poursuivre l'embellissement de la ville et l'amélioration des cadres de vie des Cibouriens, des travaux de voirie structurants seront programmés en lien avec la réfection des réseaux d'eau potable et d'assainissement et avec l'enfouissement des réseaux. C'est le cas notamment pour la fin du programme de l'avenue de la Rune. Afin de permettre aux services d'être plus efficients dans leurs interventions, du matériel et des équipements, machines-outils, matériel informatique, véhicules seront prévus au budget. Le plan pluriannuel d'investissement, les propositions nouvelles. Sur la base du réalisé 2022, une nouvelle prospective à 3 ans peut être envisagée. Pour la section de fonctionnement, les hypothèses suivantes ont été retenues. Recettes de fonctionnement, une évolution annuelle de 1,3% pour les produits de services, une évolution annuelle de 1,5% pour les impôts directs, une légère diminution des dotations et participations à raison de la baisse prévisible de la DGF, une stabilité des autres produits. Les dépenses de fonctionnement, une évolution annuelle de 2,5% des charges à caractère général, une évolution annuelle de 1,5% des charges de personnel, stabilité des charges de gestion, évolution des charges financières calculées sur la base de la dette existante avec des intérêts à 4% sur les prêts à venir. Ce qui permet un autofinancement annuel qui est à peu près de 1 million d'euros chaque année. Et avec ces hypothèses de travail, c'est ce que je viens de dire, on a un autofinancement annuel d'environ 1 million d'euros. Cet autofinancement additionné aux recettes propres de la section d'investissement permettra la réalisation d'investissements sur la voirie, l'aménagement urbain, la montagne du Suibourg, les bâtiments, les véhicules, le matériel, le portage foncier, le capital de la dette, les investissements structurants, et en recettes d'investissement, la taxe d'aménagement, les subventions, le fonds de compensation de TVA, un besoin de financement autour de 2 millions, un autofinancement à 1 million et des emprunts nouveaux aux alentours de 1 million par an. Les éléments présentés ci-dessus constituent un prévisionnel de l'évolution des budgets de fonctionnement et d'investissement sur les 3 années à venir. Il conviendra de les ajuster à l'issue de l'exécution budgétaire 2023, mais aussi et surtout en fonction des facteurs externes liés à l'évolution de l'environnement macroéconomique et politique. Y a-t-il des remarques, des observations? Oui, Monsieur Perry. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, j'ai fait ce que les citoyens qui veulent se rassurer font en premier. Je suis allé voir l'encours de dette par habitant. Et alors j'ai remarqué, dans le document ROB AF3 ROB en page 12, l'encours de dette par habitant est de 903 €, et sous la même dénomination, encours de dette par habitant, dans la maquette budgétaire de 903, on descend à 871 €. Donc j'ai cherché. La différence vient de l'inclusion ou non du SDEPA, de la dette SDEPA dans ce calcul. Donc, première question, comment choisit-on de l'intégrer, de ne pas l'intégrer, la dette SDEPA? Monsieur Laurner. Disons que dans la maquette, elle n'est pas identifiée, c'est un calcul qui se fait automatiquement et il va chercher que la dette est inscrite au 1641. C'est uniquement sur ça. Tandis que sur les documents qui sont, j'allais dire, de notre préparation, on intègre tous les éléments. Et là, on va chercher la dette du SDEPA. Okay. Donc votre document, clairement, comprend la dette SDEPA. Il y a un peu plus troublant encore, c'est que la référence de la strate est aussi variable, est aussi différente dans les deux documents. 775 pour le ROB et 796 €. Alors ça, pour moi, la référence strate, c'est un élément que vous ne calculez pas, qui est pioché. Alors, sur le ROB, c'est des références que vous pouvez trouver quand vous allez sur le site de la DGFIP. Je copie uniquement les références. Et sur la maquette, c'est le logiciel qui nous produit ces références.
J'ai essayé de comprendre d'où il sortait cette référence et je vous avoue que j'ai eu une explication, j'allais dire que j'ai du mal à comprendre. Ils anticipent, si vous voulez, le calcul, parce que sur le ROB, je mets la référence, mais la référence par rapport qu'on connaît, c'est par rapport au CA 2021. Et avec la maquette, le logiciel, avec les remontées qu'ils ont dans le département, ils essayent de faire un calcul d'une moyenne de strate. Voilà, tout simplement. Mais la référence, c'est celle qui est donnée par la DGFIP, c'est-à-dire celle qui figure dans le ROB. 775. Okay. Donc il faudrait peut-être, pour ne pas perdre les citoyens, ceux en tout cas qui vont jusque-là, il y en a. Il faudrait peut-être indicer quoi. Calcul fait selon, calcul fait par ou calcul fait par un autre organisme. On le fera on voilà. prend note. Et dans la même lignée, la dette PFL est décrite dans un tableau dédié au bas de la maquette budgétaire et n'est pas du tout décrite dans le ROB. Voilà, donc, et là on parle quand même de 2,4 millions de mémoire, ce qui change quand même le ratio. Ouais. Les 2 424 000 d'emprunts PFL. Oui, alors c'est... pardon, excusez-moi, monsieur Perry, mais en fait, c'est pas considéré comme de l'emprunt, c'est un portage foncier, c'est-à-dire, concrètement, pour illustrer ce que je vais dire, si, imaginez que l'année prochaine vous vendez, le prix de la vente va rembourser le portage et une partie de ce qu'on a avancé. Et c'est pas considéré comme une dette. Voilà, aux yeux de tout le monde, c'est pas considéré comme une dette. Voilà. Ok, bon, merci de cette réponse, c'est très clair. Je continue. En page 23 du ROB et dans la page 5 du diapo que vient de nous passer monsieur Le Corf, donc il y avait les hypothèses pour l'année prochaine. Donc évolution annuelle pour les produits et services 1,3%. Ça peut paraître peu dans le contexte actuel. Si vous voulez, je continue. Évolution annuelle des impôts directs 1,6%. Bon, on prend note que vous comptez augmenter les impôts, mais non. Évolution annuelle 1,5%. Les impôts directs. C'est les bases qui augmentent. Ok. Donc vous maintenez le taux, ce sont les bases qui augmentent. Okay. La base augmente et cette année la base augmentera de manière significative parce que cette demi 7,10. Donc c'est une augmentation assez conséquente qui est liée à l'inflation. D'accord. Sur les charges à caractère général, vous prévoyez une augmentation de 2,5%. Dans le contexte actuel, ça me semble également pas très lourd. On peut craindre pire. Et dans les charges de personnel, alors on a vu et c'est très bien, j'ai vu et c'est très bien que vous avez réussi à les contenir, sinon à les réduire légèrement. Mais là, pour l'année à venir, vous ne prévoyez une augmentation que de 1,5%. Là aussi, ça me semble peu, considérant l'inflation et la réactualisation des salaires. Il faut savoir qu'il y a une réactualisation qui a eu lieu au mois de juillet assez importante. Oui. Je ne pense pas qu'il y en aura de ce type-là tous les 6 mois. Bon. Et les emprunts, si nous devions en faire, je vais être solidaire avec vous, vous prévoyez de les faire à 4%. Bon, voilà. Donc, globalement, j'ai cité quelques chiffres là qui me sont tous parus assez prudents. Enfin, plutôt à la baisse. Tous un peu à la baisse, tous un peu justes. Voilà mon ressenti. Je crains que quelques-uns d'entre eux, voire tous, soient un peu au-dessus. Je vous ai dit ma crainte. Voilà, je ne sais pas sur quoi elle se base, mais pour ceux qui... Une légère connaissance de l'économie et de la finance. Bien sûr, comme nous tous. Et non, pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, certes, il y a globalement, on met une hausse de 2,90%. Le chapitre le plus important
qui est le 0,11. Donc là, on a des dépenses d'électricité qui vont à la hausse. Donc là, on a quand même inscrit une hausse de plus de 17%, quasiment 18%. Donc, ce qui n'est pas neutre. Pour le reste, le deuxième chapitre plus important, c'est le 0,12. 0,12, c'est le chapitre lié aux dépenses du personnel. Comme vous l'avez dit, elle est stabilisée. Et depuis 2020, on réussit à la stabiliser et même là, à la diminuer. Bon, c'est quelque chose qui est un travail qui est assez difficile à faire, mais on essaie de le faire et on voit que le 0,12 est maintenu. Donc c'est pour ça qu'au final, l'augmentation globale des dépenses de fonctionnement s'élèverait seulement à 2,90%. Si je prends les dépenses d'électricité avec l'extinction de l'éclairage public, donc pour l'instant, on n'a pas encore les bilans, je dirais, stabilisés, mais si on compare les 3 derniers mois, octobre, novembre, décembre 2022 avec 2021, on a quand même une diminution quasiment de 100 000 kWh sur l'ensemble, qui fait qu'on absorbe quasiment la hausse. Mais, comme je vous le dis, ces chiffres demandent d'être stabilisés. Il nous faut 1 mois et demi de décalage pour vraiment avoir les chiffres complets. Donc, je dirais que pour décembre, on peut voir qu'il y a quand même une diminution assez importante qui n'absorbe pas totalement la hausse, mais qui contribue de manière très importante à absorber cette hausse. Donc, même peut-être les 17,82% seront peut-être surestimés. Mais pour l'instant, il faut être très prudent. Je trouvais l'ensemble des curseurs un peu prudents. Donc, voilà. C'est tout. Merci, monsieur le maire. Y a-t-il d'autres remarques ? Bien, évidemment, nous ne commenterons pas la première partie puisque ça concerne la santé économique française en 2022, donc pas de commentaires. Sur la partie 2, loi de finances 2023, monsieur le maire, dans ce texte, on nous annonce une augmentation des millions d'euros complémentaires évoqués de la DGF pour les communes françaises. Pouvez-vous nous dire si Cibourg en bénéficiera? On ne sait pas encore. Parce que la suite de votre démonstration nous dit que non, puisque vous nous prévoyez une DGF en baisse. Il vaut mieux la prévoir en baisse qu'à la hausse. Si on ne sait pas si on l'aura, ben oui. Ce n'est pas des parapluies que vous ouvrez, c'est des parasols. Bien. L'article 74 spécifie que les logements vacants subiront une augmentation de 9% de la taxe spécifique. Pouvez-vous nous donner aujourd'hui le nombre de logements vacants sur notre commune? Non, mais c'est pas dans l'immédiat. Non, on va vous l'envoyer parce qu'on a là aussi c'est un chiffre qu'on est en train de, je dirais, stabiliser parce qu'on avait une. Service urbain. Non, c'est service fiscal parce que c'est plus lié à la fiscalité qu'à l'urbanisme parce que c'est du déclaratif. En France, les impôts sont déclaratifs, donc on s'est rendu compte que beaucoup de logements étaient déclarés vacants, hein, ils étaient occupés ou déclarés ou des résidences secondaires. Donc on est en train de faire ce travail-là avec les services de l'agglomération et monsieur Lecorf. Donc je ne vais pas vous sortir les chiffres, mais je pense qu'on avait une 400 à peu près qui étaient déclarés. Et en faisant ce travail de dentelle, on a réduit de manière significative ce chiffre pour arriver, je pense, aux alentours de 200. Mais voilà, on est quand même sur ces chiffres assez importants. 200 logements vacants. À confirmer. Mais aujourd'hui, on considère que c'est à peu près 4% du parc de logements. L'article 181 stipule que Cibourg, au vu de son importance, ne pourra bénéficier du bouclier tarifaire électricité. 3 questions. Quelle sera, selon vous, l'augmentation de cette facture énergétique? Est-ce que c'est possible à dire ou peut-être pas? Et Cibourg pourra-t-elle bénéficier de l'amortisseur électricité? Qu'on se pose. Pour ce qui est de la facture d'électricité, bon, c'est ce que je viens de dire en répondant à M. Perry. Oui. Pour l'instant, la politique d'extinction de l'éclairage public, a priori, permettrait en partie d'absorber cette hausse, mais il faut attendre que les chiffres soient stabilisés, donc il faut encore un peu plus de recul. Pour ce qui est du bouclier tarifaire, on a très peu de lisibilité, l'ensemble des communes ont très peu de lisibilité en ce qui concerne l'application de
ce bouclier tarifaire, donc on l'espère en bénéficier, bien sûr. Sur la partie 3, ratio de niveau, un premier poste produit des impositions directes. Alors que nous restons à un niveau stable jusqu'en 2020, ce ratio augmente d'année en année. Votre graphique le prouve. Enfin, le graphique le prouve. Monsieur le maire, à une époque pas si lointaine, vous vous offusquiez que l'imposition moyenne des Cibouriens était de 700 € par habitant, alors que la moyenne de la strate était de 500 € par habitant. Aujourd'hui, vous êtes à presque 850 € pour une moyenne de la strate inchangée. Que dites-vous de cette dérive qui conforte notre analyse du CA 2022 quand nous disons que vous faites les poches des Cibouriens? Sur l'encours de la dette, votre politique de prêt montre ses effets dans ce ratio, alors que Cibourg restait jusqu'à présent en dessous de la moyenne de la strate. La commune est aujourd'hui largement au-dessus, avec une dette de 909 € par habitant, la strate étant à 775 €. Sur la partie 4, orientation budgétaire 2023, poste recettes de fonctionnement. Il est étonnant dans votre analyse que vous fassiez référence au budget primitif 2022 pour dire qu'il est en augmentation en 2023, alors que cela représente près de 700 000 € de baisse des recettes. Vos prévisions semblent bien pessimistes. En revanche, nous serons très vigilants sur les impôts et taxes qui toucheront les Cibouriens. Comme indiqué lors de nos remarques sur le CA 2022, l'État impose 7,1% d'augmentation sur les valeurs locatives. Cela représente donc 7,1% d'augmentation de la taxe foncière des Cibouriens propriétaires. Vous ne présentez pas ce soir vos taux prévisibles pour 2023. Je ne vais pas vous demander quels seront-ils puisque vous ne me répondrez pas ce soir. Nous réitérons notre demande de soulager les Cibouriens dans l'imposition alors que vous avez depuis 2 ans un excédent budgétaire. Sur les dotations chapitre 74, je reviens là-dessus, vous envisagez une baisse de la DGF de 25 000 € alors que précédemment, la loi des finances 2023 prévoit une augmentation de la DGF pour une bonne partie des communes. Auriez-vous des informations infiables sur le sujet? Enfin, sur les dépenses de fonctionnement, vous envisagez une augmentation de seulement 7% des dépenses de fonctionnement. Ce challenge très vertueux sera suivi régulièrement par notre équipe. Enfin, recettes et dépenses d'investissement. Le niveau des investissements semble de prime abord faible. On s'aperçoit que vos dépenses d'investissement sont près de 80% des dépenses d'équipement. Nous redoutons un manque d'entretien des voiries qui, dans certains quartiers, présente des signes évidents de faiblesse. Merci, Monsieur le maire. Bien. Je vais essayer d'être synthétique. Vous répondre. C'est-à-dire que, en même temps, vous dites qu'on n'investit pas assez. Donc il faudrait qu'on investisse plus parce que, soi-disant on investit peu sur la voirie, qu'il y a beaucoup de craintes, beaucoup de défaillances dans beaucoup de quartiers, comme vous venez de dire. En même temps, vous vous alarmez qu'on emprunte. Vous alarmez aussi qu'il y ait des impôts. À un moment, vous allez me dire, comment investir si on ne peut pas aller chercher de l'impôt ou si on ne peut pas... Et en même temps, on ne peut pas aller chercher de l'emprunt. Il faut savoir que dans une commune, les recettes sont soit les impôts, soit de l'emprunt. Donc si on ne peut pas faire les deux, on ne peut pas investir non plus. Donc,
excusez-moi, moi, personnellement, ça, je n'arrive pas à le faire. Peut-être vous saviez le faire, de pas augmenter de baisser les impôts, de baisser l'emprunt et d'investir plus. Bon. Quand on a de l'excédent, monsieur le maire, c'est ce qu'on Maintenant, oui, mais l'excédent, on le réinvestit. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais la preuve, vous le voyez dans les tableaux. Oui. Maintenant, vous dites qu'on n'investit pas beaucoup. Là, on a pour 4,5 millions d'investissement. Vu que c'est un argument que vous nous sortez à chaque débat d'orientation budgétaire ou à chaque vote de budget prévisionnel, cet après-midi, je me suis amusé à voir les dépenses d'investissement de la mandature précédente. J'ai remarqué... Le passé, monsieur le maire. Non, le passé, non. Vous nous donnez des leçons, on va juste dire ce que vous avez fait, et vous considérez que ce que vous avez fait était bien, et ce que nous on fait est mal. C'est-à-dire que vous avez beaucoup investi, et nous on n'investit pas du tout. Donc maintenant, si je prends de 2014 à 2019, en moyenne par an, vous avez investi 3,7 millions. En 3 ans, on est à une moyenne de 4,7 millions. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc... Je ne vais pas continuer à répondre à vos arguments. Sincèrement, votre présentation aujourd'hui est vraiment caricaturale. Bon, qu'est-ce que je veux que je vous dise? Vous admettrez que vous ne nous avez pas convaincus. Enfin, nous, personnellement. De toute façon, je ne pourrai jamais vous convaincre, vous savez très bien. Et moi non plus à vous, monsieur le maire. Peut-être vos collègues, j'ai peut-être convaincu vos collègues, mais sûrement pas vous. Allez. Et c'est en aucun cas mon propos. Parce que je sais que c'est peine perdue. Mes collègues ont leur libre arbitre, monsieur le maire. Ils Exactement. peuvent être contre ce que je dis. Hein. Bien sûr. Je le sais très bien. Allez. Y a-t-il d'autres remarques sur ce débat d'orientation budgétaire? Il n'y en a pas, on n'a pas beaucoup. Oui, Henri? Oui, je reviens un petit peu en arrière, justement, c'est sur les investissements qu'on vous a laissés. Oui. Comme je suis concerné, eh oui, mais... je sais que c'est comme ça, mais bon, je ne peux pas laisser dire des choses, des fois, qui me plaisent pas. Je n'interviens pas souvent, mais des fois, ça m'offusque un petit peu. C'est quand vous dites, monsieur le maire, qu'on a laissé un parc véhicule et tout ça un peu dans un état délabré. Je crois que on avait laissé une petite balayeuse qu'on avait achetée récemment, un camion plateau qu'on a acheté récemment, un Sambro qu'on avait acheté récemment aussi, et de plus, on avait précommandé, déjà on était sur l'étude et précommandé du camion nacelle. Nous, oui. Oui, on était parti. Enfin, moi, oui, vas-y. On était parti sur le camion nacelle, comme celui qui est aujourd'hui en fonction. C'était de ne plus avoir un véhicule qu'on avait avant, un camion avec la nacelle, parce qu'il fallait faire suivre un véhicule, un second véhicule avec le matériel. Et donc on était parti, mais déjà on était en recherche. Après, c'est vous qui êtes arrivé au pouvoir, donc c'est vous qui avez pris la suite, mais on était sur en prévision. Le préachat de ça. Bon. Voilà, c'était juste pour vous recaler un petit peu, parce que je me sens un peu touché, donc je ne pense pas qu'on vous ait laissé un parc trop méchant. Donc, votre collègue nous a reproché de louer trop de véhicules. La location de ces véhicules sont liés surtout, ce ne sont pas des véhicules classiques, comme des voitures ou des camions utilitaires, je dirais classiques, mais sont liés surtout à des véhicules spécifiques, spécialisés, comme le camion nacelle. Et comme vous l'avez dit, vous avez commencé à réfléchir, mais bon, commander, c'est nous qui l'avons commandé. Le camion plateau aussi, on a dû commander aussi un autre camion plateau. Et le camion nacelle, le véhicule nacelle, nous a lâché du jour au lendemain. Le camion nacelle nous a lâché du jour au lendemain. Donc je ne parle pas des véhicules, les petites citadines ou les petits véhicules utilitaires sont dans un état classique, normal, mais c'est vrai que ces véhicules spécifiques étaient dans un état assez âgé. Voilà. On a essayé, vous les avez réparés plusieurs fois, à force de réparer, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Mais ce n'est pas l'ensemble du parc qui était dans cet état-là, mais c'est plutôt ces véhicules spécifiques qui étaient très âgés, on va dire, et très usés. Merci, monsieur le maire, pour le rectificatif. Donc, pour ce qui est de l'investissement, je veux juste souligner, bon, même si, parce que on est passé peut-être assez rapidement dessus, l'objectif pour 2023, c'est vraiment d'axer l'investissement sur un investissement qui soit plus vertueux. Donc, c'est pour ça qu'on continue sur l'étude de l'aménagement du centre-ville et du stationnement pour permettre de désengorger, entre autres, le centre-ville, pour
pour aider aussi à la redynamisation commerciale, de permettre aussi l'usage des mobilités actives en sécurisant cette pratique-là, parce qu'aujourd'hui, si on veut venir à pied ou à vélo sur le centre-ville, c'est vrai que c'est assez accidentogène. Donc, toutes ces réflexions-là sont liées à ça. Aussi, à apporter un peu plus de nature en ville, de créer des îlots de chaleur. On a subi l'année dernière un été assez de fraîcheur, pardon. On a subi un été très, très chaud. Et c'est vrai que ces poumons verts manquent sur Cibourg. Sur la même lignée, l'idée aussi, c'est de continuer le travail qu'on mène de désimperméabiliser nos sols. Donc ces études-là sont en cours. Là, on est sur du report. On va continuer à les faire. Et j'espère rapidement vous faire une présentation en commission de travaux des premiers rendus de ces études-là. D'autres investissements très importants sont des investissements de sobriété qui seront liés à la sobriété énergétique avec un plan LED, entre guillemets, qu'on va lancer pour petit à petit passer à du LED sur l'éclairage public. On a mené une politique d'extinction des lumières, mais ce n'est pas suffisant. Pour les heures où la lumière, l'éclairage public doit être allumé, on va essayer de trouver d'autres manières de consommer moins d'électricité. La même chose pour l'isolation des bâtiments. Aujourd'hui, si je prends le bâtiment de la mairie et le bâtiment de la maison des associations, on est en simple vitrage, dont l'idée c'est de passer en double vitrage de manière à vraiment diminuer notre facture énergétique. Sobriété hydrologique aussi, parce qu'on va faire une cuve de récupération d'eau de pluie sur le CTM qui nous permettra, entre autres, d'alimenter la balayeuse en eau, d'aussi d'arroser, de participer à l'arrosage de nos massifs et aussi pour l'utiliser pour les toilettes du CTM. Aussi, un budget qui va être aussi dédié aussi à l'inclusion, sur l'inclusion culturelle, avec une médiathèque qui commence à être, les travaux de réhabilitation ont démarré la semaine dernière, et donc là on a une enveloppe de 80 000 € pour refaire une médiathèque qui avait été créée au début des années 90, qui n'avait pas connu d'investissement majeur depuis ce temps-là. Donc c'est vraiment une enveloppe très importante qu'on met pour l'inclusion culturelle et l'inclusion aussi des mobilités, parce que cette année, nous installerons l'élévateur au parvis de l'église. Donc un investissement qui est très attendu pour beaucoup de Cibouriens, dont M. Anido, lors du précédent mandat, avait, je me rappelle, beaucoup bataillé pour l'avoir. C'était pas simple. On est sur un monument historique, donc on a dû vraiment. Voilà, ça n'a pas été un exercice facile. On a eu l'ensemble des autorisations, et donc l'idée c'est de le faire à l'automne, de faire cet investissement cet automne. Et on va continuer aussi à améliorer le cadre de vie des Cibouriens, en finissant l'aménagement de l'extension des ateliers, donc qui a accueilli ces derniers mois 2 associations, le judo et la gym, ainsi que 2 autres petites associations aussi qui ont intégré ce complexe. Nous allons refaire, c'est-à-dire le parvis de cette extension-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nids de poules. C'est assez compliqué d'y accéder, donc l'idée c'est de refaire ce parvis-là et terminer la réhabilitation de l'avenue de la Rune et terminer aussi le quartier des pêcheurs avec l'avenue Abbé Berry qui n'avait pas été traitée en 2021. Donc voilà, c'est la dernière avenue de ce quartier-là à traiter. Donc là, on va reprendre les réseaux humides et les réseaux secs, ainsi que le revêtement routier. Donc, voilà. Donc des investissements à hauteur de 4,5 millions, des investissements très importants. Et donc l'excédent de cette année permettront de financer en partie ces investissements. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques, étant donné que c'est un débat. Oui, Madame Dubarbier. J'ai juste une remarque. Vous avez parlé d'isolation thermique des bâtiments, ce que je trouve très intéressant. Par contre, sur le compte rendu de la dernière commission urbanisme, je vois dans les travaux prévus sur l'école de la Croix-Rouge, le DST précise qu'une seconde phase de travaux sera planifiée pour supprimer les vitrages entre les classes et les couloirs. Ce choix me semble, je ne sais pas, il y a vraiment un souci entre les classes, ça a toujours été comme ça, cette école. Oui, ça c'est l'encadrement. C'est pas pour améliorer, parce que là on avait déjà mis du double vitrage
Surtout le bâtiment. Non, c'est du vitrage intérieur. Oui, non, mais ça j'ai compris, monsieur le maire, merci. D'accord. Entre les classes et le couloir, j'ai bien compris de quel Oui. vitre il Ouais. s'agissait. Voilà. Qu'est-ce qui vous dérange dans ça? Rien, non, je trouve que c'est... Je vois pas trop la nécessité, je vois pas l'intérêt, ça a toujours été comme ça, mais peut-être que vous avez une raison. Non, c'est une question de sécurité, c'est que, quand on l'avait présenté l'année dernière, on a dû encloisonner la cage d'escalier pour qu'elle fasse coupe-feu. Oui. Voilà. Et donc le changement de ces vitres aussi est lié à ça, parce que ces vitres ne sont pas conformes elles ne sont pas coupe-feu, voilà, aux exigences de sécurité. Elles devraient être coupe-feu d'une demi-heure ou d'une heure. Une demi-heure. Une demi-heure. Donc elles ne résistent pas à une demi-heure d'incendie, si on peut dire ça comme ça. C'est pour ça qu'il faut les changer, pour que le bâtiment, qui est un RP, soit aux normes. C'est dans la même logique que l'encloisonnement de l'escalier. Vous savez, ce bâtiment avait toujours été comme ça. C'est une réserve. C'est une réserve de la commission incendie qui a été soulevée par les pompiers, qui avait déjà été lors des commissions précédentes, et ils nous l'ont rappelé lors de la dernière commission qui date de tête d'il y a à peu près un an. Et du coup, on a décidé de lever la réserve pour des conditions de sécurité d'accueil des enfants, des conditions de sécurité optimales. C'est pour ça qu'on a fait l'encloisonnement, c'est pour suivre les demandes qu'avaient faites les pompiers. Je ne parle pas de l'encloisonnement. Et les vitrages sont exactement dans le même rapport, c'est les préconisations qui avaient été faites, mais les préconisations datent il y a 5 ou 6 ans, je crois. Voilà. Comme les enfants étaient accueillis dans ces conditions-là, je pensais que ça pouvait perdurer. Voilà. Quand le secours nous demande de faire quelque chose, on essaie de le faire. Oui, c'est toujours ce qu'on fait, merci. Bon, donc on va passer au vote. Je rappelle qu'on vote le fait qu'il y ait un débat, on ne vote pas sur le contenu, mais sur la forme plutôt. Donc, alors, qui s'abstient, qui est contre, et donc le débat d'orientation budgétaire est validé. Sur sa forme, je précise. On passe donc au point 4, adoption du règlement budgétaire et financier de la commune de Sion. Alors, dans le cadre du passage à la M57, la commune doit établir un règlement budgétaire et financier qui regroupe dans un document unique les règles fondamentales qui s'appliquent aux acteurs de la collectivité en matière de gestion budgétaire et comptable. Ce règlement a été présenté en commission des finances. Y a-t-il des remarques? Non, aucune. C'était la commission des finances où j'étais absente, comme vous avez bien voulu le faire préciser, monsieur le maire. Je vous avais d'ailleurs donné les raisons. Et donc, pas d'objection sur cette modification comptable. Pour ceux qui ont participé à la commission, y a-t-il des observations? Non, il n'y en a pas. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 5, bilan de la politique foncière pour l'année 2022. Le rapporteur est toujours monsieur Lecorf. Donc, il s'agit par cette délibération de retracer les actes signés au cours de l'année 2022 concernant le patrimoine de la commune. Donc la cession d'une parcelle aux ASF à proximité du centre technique municipal et la cession d'un terrain rumissé à l'office 64 de l'habitat. Y a-t-il des remarques, des observations? Il n'y en a pas. Pour ce vote, qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. Point 6, plan de financement des travaux d'isolation des bâtiments municipaux. Il s'agit par cette délibération d'approuver le plan de financement pour les travaux d'isolation des bâtiments municipaux. Monsieur le maire pourra ainsi solliciter une subvention auprès de l'État au titre de la DETR. Vous aurez noté une erreur au niveau des chiffres. L'autofinancement de la commune est de 171 287 €. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Pas de remarques, des observations. Je passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé et je lève cette séance. Je vous remercie et je vous dis à très vite.